À toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue sur les antennes de la radio-télévision Héritage dans ce dernier d'ailleurs plateau spécial Interclub CAF de l'année 2024 que nous allons faire un comeback sur la troisième journée de la Ligue des Champions de la CAF pour les deux clubs congolais. Il s'agit là de l'équipe de Mazembe mais également de l'AS Maniema Union des Kindu et on aura aussi un mot à dire en rapport avec cette soirée riche en couleurs, cérémonie, CAF Award, Ballon d'Or, on le sait déjà. Quelques personnes qui ont soulevé différents trophées ou qui ont reçu différents primes en rapport avec cet événement. Et sur ce plateau, j'ai le réel plaisir de dire bonjour et bienvenue à Jean-Claude Sefou Sadiki. Même le plus grand magicien ne peut pas faire voler un crocodile, dit un proverbe louchois. Bonjour cher Marc, bonjour à tous ceux qui nous suivent et surtout merveille à vous. Merci pareillement. Ouais. Bonjour également à vous Joël Baniwa. Il y a un adage algérien qui dit que la richesse et l'argent achètent tout, même la conscience des gens. Meilleurs vœux à vous également et meilleurs vœux à toutes les personnes qui nous regardent en ce moment. Ah oui, merveilleux à vous, chers téléspectateurs. Vous êtes là très nombreux en train de nous regarder de partout en Afrique. C'est parti déjà pour ce plateau spécial Interclub CAF avec ce résultat de l'équipe du tout-puissant Mazembe Anglebert. Nous sommes là en Ligue des Champions de la CAF. Les Corbeaux ont une fois pêché dans les ultimes secondes en phase de groupe de la Ligue des Champions de la CAF. Le club Louchois s'est sabordé à 10 secondes de la fin du match de la troisième journée face aux Young Africans. J'arrive de la Tanzanie. L'équipe de Mazembe a marqué juste un petit but dans la première période avant de concéder cette égalisation. Je vous prie d'ailleurs de regarder ce film de la rencontre dans cet élément qui porte la signature de Jean-Claude Sefou Sadiki. Joël Baniwa, un autre, je dirais, match nul de trop pour l'équipe de Mazembe. Et aujourd'hui, on a remarqué tous à l'issue de cette rencontre, ça commence maintenant à porter à une frustration, que ce soit dans le fan, mais également l'équipe tout entière. Oui, justement, parce que tout le monde se disait, après le début de saison compliqué du TP, la Ligue des Champions, qui est une compétition à laquelle le TP est habitué, serait un regain de souffle ou un regain de nouvelle énergie pour les TP. Mais après 3 journées de cette Ligue des Champions, on se rend compte que le club est toujours en crise, toujours dans cette difficulté. Et ce match illustre parfaitement une équipe qui, petit à petit, commence peut-être à céder. Parce que dans ce match-là, on a vu des joueurs énormément fatigués. Certains, à mon humble avis, ont peut-être eu une forme de mauvaise préparation, de négligence de l'importance de cet événement. Et ça fait en sorte qu'on a un groupe incohérent, des joueurs qui ne portent pas le véritable poids du maillot de cette équipe de Mazembe. Et on se retrouve avec des joueurs qui n'arrivent toujours pas à s'en sortir dans cette Ligue des Champions. Ce groupe-là, pour les TP Mazembe Anglebert, est un groupe abordable pour les TP au vu de son histoire et au vu de la moyenne, de la qualité moyenne que doit avoir les TP Mazembe. Mais là, ce qu'on a vu depuis le début de cette Ligue des Champions, Mazembe n'arrive même pas à atteindre 50% de ses capacités. Est-il vraiment inexplicable? La réponse, c'est avec vous, Jean-Claude Sefou Sadiki. Il nous a d'ailleurs concocté une palette où nous allons devoir tous ensemble détecter les quelques failles au niveau médiane de cette formation de Lubumbashi. Pour l'équipe du tout-puissant Anglebert Mazembe, Joël Baniwa a parlé de la fatigue. Moi, je l'avais déjà alerté. J'avais parlé de la fatigue musculaire. Vous savez, lors de la pré-saison, c'était une équipe du tout-puissant Anglebert Mazembe qui n'avait pas bien recruté, qui avait recruté trop jeune. Alors, Lamine était conscient justement de la faiblesse de son équipe. Il a beaucoup travaillé, avant qu'on parle d'abord de cette vidéo, il a beaucoup travaillé justement cette équipe-là. Et il y a maintenant les répercussions. On a les joueurs qui, les corps les lâchent un tout petit peu. Zemanga, avant même qu'il ne fasse l'entrée, il était déjà fatigué. Du coup, quand tu l'entres, tu n'apportes rien. Ici, on va voir déjà la première vidéo. C'est sur les manques de coordination au milieu de terrain. Regardez par exemple, on est sur un assaut défensif. On va revenir un tout petit peu au début de la vidéo. Regardez le positionnement de Ngalamouloumé Bato et le positionnement de celui qui porte le ballon du côté des Young Africans. Vous voyez, ici, le numéro 6 devait normalement se retrouver ici parce que les poteaux est juste là. Il doit être là pour barricader. Sauf que lui, il est largement en retard. Ngimbi va venir de ses côtés. Alors, il y a tout simplement un vide et
l'attaquant à tous les champs. D'abord, c'était un latéral droit qui a tous les champs libres de pouvoir amener justement les dangers du côté du tout-puissant Anglebert Mazembe. Alors, la vidéo va s'avancer, on va voir. Même quand il y aura justement intervention de la défense, Mungwengi va recaler, les ballons vont revenir. Il n'y a personne pour récupérer le deuxième ballon. C'est toujours Young Africans qui l'aura. Encore une fois, parce qu'on va aller avec cette vidéo-là, vous verrez maintenant qui va venir faire les marquages. Ce n'est ni Badamassi, ça va être maintenant Oscar Kabouch qui viendra justement au marquage ou essayer de presser justement les porteurs du ballon du côté des Young Africans. Donc, tout le champ occupé soit par un numéro 6, normalement même un numéro doit revenir pour prendre les ballons sur les pieds du numéro 6 pour porter cette fois-ci les dangers du côté des Young Africans. C'était tout simplement un manque de coordination totale et de la fatigue entre les 6, les 10 et les 8. Donc le milieu de terrain a été tout simplement lâché. Oui, c'est un milieu de terrain qui ne marche pas bien parce que là, sur ce genre d'image, ça exulte, ça montre que c'est une équipe qui manque d'organisation. Et ce manque d'organisation-là se fait savoir au milieu de terrain. C'est anormal qu'un joueur comme Kabouit se retrouve en train de faire le pressing devant la surface de réparation alors que c'est un latéral. Et ça prouve peut-être ce manque de précision dans le rôle. Parce que Badamassi, peut-être qu'il ne sait pas, soit je fais les 6, soit je fais le 8. Ouais. Peut-être Ngala Mouloumé, il ne sait pas, soit il fait le 6 ou il fait un autre poste. Donc tout ça fait en sorte que on a une équipe qui joue un petit peu comme un club de l'entente où on apprend à jouer au football. Parce que ça, c'est les placements élémentaires du football. Et je comprends pas que les joueurs de ce niveau-là ne savent pas s'organiser dans une phase défensive alors que tous ces joueurs-là, c'est quand même des joueurs professionnels et c'est triste à voir. On va prendre la deuxième vidéo, c'est sur le but. Il faut rappeler qu'il n'y avait pas vraiment un bon angle pour prendre le but du tout-puissant Anglebert Mazembe. Mais ce qu'il faut souligner, la deuxième vidéo, c'est justement la qualité des centres, pour une fois, de Atibou Radjabou. Il fait un bon centre et puis il y a une bonne détente dans la soirée de réparation de Cheikh Fofana qui marque. D'après les analystes du football, ils estiment qu'un latéral droit ou gauche, doit au moins, au minimum faire 5 bons centres dans un match. Sauf que notre ami Atibou Radjabou, lui, en fait rarement. Et là, sur un coup de magie, il a quand même fait un très bon centre, très bien dosé, qui trouve justement une très bonne tête dans la sphère de réparation. Malheureusement, il n'y avait aucun défenseur des Young Africans pour également un tout petit peu les presser. Même le gardien n'a pas pu faire justement la sortie. Et c'était ce but-là. Il n'y a pas trop analysé, sauf féliciter Atibou Radjabou qui est même tombé en faisant ce centre-là. Il fait rarement des bons centres à ces postes-là de numéro 2. Après Samampeko, on a quand même des avancements, plutôt des défenseurs, des latéraux capable de nous réaliser des passes. Non, lui n'est pas capable. Là, on avait des coups de pouce là aussi. ouais, justement. Non, mais il a juste fait en une action, c'est qu'on avait l'habitude de voir au sein du TP. Et des joueurs comme Atibou, c'est un joueur qui a beaucoup de technique. Faudrait pas oublier que c'est un défenseur central. Et ce qu'il fait là, c'est un supplément. Et c'est ce que l'entraîneur peut-être essaie de lui forcer à faire. Mais il a très bien fait sur cette action. Le coup de tête aussi, il faudrait quand même souligner le timing. Il arrive quand même à dominer son adversaire de la tête. C'est une belle action, un but mérité par les Corbeaux. Même si l'action est un peu bizarre, mais ça fait quand même en sorte que Mazembe marque ce but-là qui a quand même tardé à arriver dans ce match-là. Ouais. On va prendre l'égalisation justement des Young Africans, c'est sur les 10 dernières secondes, des 4 minutes de temps additionnel. Tous les stades sifflaient déjà et du coup c'était tout simplement un stade climatisé de Kamalono. La troisième vidéo. Alors voilà, le centre il est là. Mungwengi va faire déjà la première erreur, c'est qu'il va dégager dans l'axe. Il y a la première frappe. Et ça s'est dégagé et puis il y a justement les joueurs des Young Africans qui venaient de faire son entrée qui va marquer. Alors ici, il faut regarder les morphismes justement de ces, l'attentisme plutôt des défenseurs. Il est là, c'est lui qui va mal dégager de la tête, mais c'est le seul encore qui va avoir le courage de suivre les ballons. Alors que tous les autres défenseurs qui sont derrière lui ne vont pas suivre les joueurs qui vont récupérer les ballons. Voilà, c'est lui encore qui est là. Les autres n'ont rien fait. Justement, on montre à quel point ils étaient déjà cramés. On se retrouve avec combien de joueurs de Young Africans? 4 joueurs de Young Africans contre 5 du tout-puissant Anglebert Mazembe. Mais c'est plutôt les 4 qui vont récupérer les ballons pour aller marquer. Donc, il y avait déjà de la fatigue. Les gens, sur les réseaux sociaux, ont blâmé plus Atibou Radjabou qui aurait pu être dans son couloir puisque les centres venaient de lui. Mais c'était pas lui qui avait dégagé, c'est plutôt Mungwengi. Mais c'est le même Mungwengi qui va aller suivre les ballons. Malheureusement, il sera en retard. Alors que dans la sphère de réparation, les défenseurs qui étaient, notamment Tambo Kalonji, n'ont pas pu justement suivre l'élan et peut-être les repousser des Badara. Ben, ça, c'est la résultante d'une équipe fatiguée, une équipe amorphe parce que
Comment expliquer qu'un joueur qui dégage le ballon, il est le premier à faire le premier mouvement pour aller suivre le ballon qu'il vient de repousser. Et on a des joueurs qui étaient complètement cramés, complètement fatigués. Mais ça, c'est pas forcément une raison parce que quand vous êtes dans la dernière action du match, vous vous dites que là, c'est les tout derniers efforts à fournir lors d'un match. Mais malheureusement, ils ont été tous attentistes. La première frappe qui part, c'est tout le monde qui va vers le premier ballon. Et derrière, le gardien, il fait ce qu'il pouvait faire parce que la frappe était quand même pas mal et cadrée. Qui plus est, mais derrière il y a personne qui suit. C'est une défense complètement désorganisée et c'est un but parce que là on ne sait pas qui blâmer. Ouais, c'est ça. Tout le monde qui fait plus de mal à cette équipe qu'autre chose, quoi. Justement, voilà, celui-ci, c'est lui qui fait le centre. Mais il a quand même l'énergie nécessaire de dépasser. Il y avait Atibou ici, tu vois, il fait les centres, mais il va se retrouver au moment du but dans la surface de réparation. Donc, lui au moins il a fait quand même la course nécessaire, alors que ici, il y a Kabouit, il y a Atibou, il y a Zemanga qui n'ont pas pu justement faire les efforts que les joueurs de Yanga. Donc, il y avait justement cette fatigue-là qui les a un tout petit peu manqué, qui les a fait perdre un tout petit peu de la lucidité. Et du coup, c'est l'énergie en seconde période qui a triomphé dans ce match-là, TP Angleterre Mazembe et Young Africans. Nous allons changer de ville. Direction Kinshasa, ville et capitale de la République démocratique du Congo, pour parler de cette autre formation qui représentait également la RDC au niveau des interclubs de la CAF. Nous sommes là en Ligue des champions de la CAF. Maniema Union court toujours après son premier succès en phase de groupe de la Ligue des champions africaine de football. Les unionistes ont réalisé un nul d'un but partout face à l'AS FAR du Maroc lors de la troisième journée. Il faut dire ici que le club de Kindu n'a pas maîtrisé son avance au score acquise. J'y arrive en première période. Retour sur ces nuls que moi j'appelle toujours de trop pour les ambassadeurs congolais. L'AS Maniema Union a été tenu en échec par l'AS FAR du Maroc sur le score d'un but partout au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des champions de la CAF. Ce troisième match nul consécutif des unionistes ressemble plutôt à une défaite car il laisse échapper les 9 points sur les 9 possibles. Lors de la précédente rencontre face au Raja Club de Casablanca, soldé aussi sur le score d'un but partout, Maniema Union avait d'abord concédé un but avant d'égaliser. Cette fois-ci, les Congolais ont ouvert la marque à la 37e minute de jeu grâce à une brillante talonnade d'Exiosia Moanda sur un centre précis d'Ajeba Siala. Cependant, l'AS FAR a réagi à la 61e minute de jeu, égalisant par l'intermédiaire de Realdo Corneiro, auteur d'une frappe puissante imparable. Le score va rester inchangé malgré les efforts des deux équipes. Après ces résultats, l'AS Maniema Union occupe donc la 3e place du classement avec 3 petits points. Derrière l'AS FAR, leader de ce groupe avec 5 points. Les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns sont 2e avec 5 points également. Mais les Marocains du Raja Club de Casablanca sont bons derniers avec un seul petit point engrangé. Pour espérer une qualification, Maniema Union devra donc absolument convertir ses prochaines sorties en victoire afin de ne pas être éjecté de la compétition dans laquelle il participe pour la toute première fois en phase de groupe. Et c'est terminé, un but partout. Est-il bénéfique ou satisfaisant pour les unionistes mathématiquement d'ailleurs? Pas du tout, parce que là on se rend compte qu'on a une équipe de Maniema Union qui a déjà réussi l'exploit d'arriver là en phase de groupe de la Ligue des Champions. Il faudrait rappeler à toutes les personnes qui nous suivent, c'est une première pour eux dans l'histoire. Et quand ils arrivent dans cette compétition et dans ce groupe-là qu'on qualifiait déjà de groupe de la mort, comme je le disais tout à l'heure sur le papier là, c'est que c'est une équipe qui arrive avec le moins de chances possible pour se qualifier. Mais après 2 journées, on se rend compte qu'ils ont tenu tête à Mamelodi Sundowns, ils ont tenu tête au Raja Club de Casablanca qui sont des mastodontes du continent. Mais non, on se retrouve face à une équipe comme l'US FAR du Maroc qui est un adversaire, à mon avis, prenable pour cette équipe de Maniema Union qui plus est à domicile au stade de Martyrs. Mais malheureusement, le scénario n'a pas permis à cette équipe de pouvoir remporter la victoire. Ils entament bien le match, ils marquent ses premiers buts là d'une talonnade magnifique et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent que voilà, on a marqué un but, on va reculer. Et quand ils reculent, ils encaissent. Et en encaissant ce but-là, eh ben, ils se disent que au moins on essaie de garder le point du nul, on est à domicile, il faudrait éviter de perdre. C'est ce manque d'ambition, j'ai l'impression, du côté des Maniema Union qui commence à devenir plus un défaut pour cette équipe de Maniema qu'une qualité. 3 matchs nuls en 3 matchs joués, c'est pas mal, mais quand on regarde la physionomie des 3 matchs, on se dit que Maniema Union aurait pu être devant. Quand on regarde le classement de ce groupe-là, Maniema Union n'est qu'à 2 points de l'équipe de Mamelodi Sundowns. Donc c'est un groupe
très homogène et un groupe dans lequel Maniema Union pouvait facilement prétendre, ou peut encore justement prétendre à une qualification. Donc sur ce match-là, c'est beaucoup de regrets que doivent avoir les protégés de Papi Kimoto parce que c'était un match qu'ils auraient pu gagner, surtout que l'adversaire n'était pas non plus un foudre de guerre comme on a l'habitude de voir les clubs maghrébins. Jean-Claude, c'est fou. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ces jours-là au stade Marty La Pentecôte? Déjà, il faut être honnête. Pour moi, les matchs face à l'AS FAR, c'est les matchs les plus moches plutôt des Maniema Union. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment joué avec leurs points forts. Ils ont été naturellement transpercés, ils n'ont pas été lucides au milieu de terrain, ils ont été désorganisés du côté de la défense. On va voir la première vidéo justement qui illustre les deux faiblesses au milieu de terrain ainsi que lors de la défense. La première vidéo des Maniema Union. Regardez, les porteurs du ballon, déjà une désorganisation au milieu de terrain, ils l'ont carrément déserté. Et même, on va voir du côté de la défense, ils vont faire un bon repli, ce qui est vrai, mais ils ne vont pas être beaucoup plus lucides et aller justement au contact justement de cette équipe et de l'AS FAR. Maniema Union nous a habitués à être beaucoup plus lucides au milieu de terrain, à être beaucoup plus lucides lors de la défense. Là, ils sont carrément cramés puisqu'il y avait justement une cassure lors de l'assaut. Ça va passer, on va voir aussi une autre désorganisation, c'est sur justement cette défense-là. Une défense qui paraît-il être en ligne, mais il va se faire justement balader les latérales. Il y aura justement un ballon qui va venir. Vous allez voir, les positionnements déjà ici, il est bon parce que normalement, quand vous êtes en train de faire du repli, vous repliez d'abord ensemble. À ce moment-là, chacun va voir de quel côté il y a les dangers. Le positionnement du ballon va déterminer comment chacun va peut-être aussi se positionner. Donc, la désorganisation au milieu de terrain a comme conséquence un repli un tout petit peu bouleversant du côté de la défense. Et les AS FAR avaient des joueurs beaucoup plus techniques qui étaient capables d'effacer leur vis-à-vis beaucoup plus facilement. La vidéo a traîné. On va voir comment ça va justement aller de ce côté-là. C'est justement un ballon qui va venir dans la sphère de réparation. Et les trois qui sont là n'auront même pas l'opportunité d'avoir les ballons. Okay. Ça sera les joueurs de l'AS FAR qui va avoir les ballons, qui va passer également de ce côté. Heureusement, ils ont quand même un bon gardien, Brunel Efongue, qui est beaucoup plus expérimenté, qui a pu justement être ses derniers remparts, qui va sauver dans cette première vidéo l'équipe des Maniema Union. Donc, du côté du milieu de terrain, cette fois, on a vu une équipe des Maniema Union un tout petit peu attentiste. Défensivement, il y avait une très mauvaise coordination justement qui a permis à cette équipe de l'AS FAR de pouvoir avoir beaucoup plus d'occasions. Et même le but en première période de Maniema, c'était contre le cours du jeu puisque c'était justement les Marocains qui avaient les monopoles du jeu. Ils ont contrôlé les milieux de terrain, ils ont contrôlé justement la verticalité de l'équipe de Maniema Union. C'est une vidéo qui traîne, voilà. Il aura les ballons. Heureusement, Brunel va finir par sauver. Justement, on voit juste comment Brunel va faire la parade. Et puis, on prend la deuxième vidéo qui va encore illustrer une fois de plus ce manque d'organisation. On prend la deuxième vidéo. Et là, cette deuxième vidéo. Non, prenons la deuxième vidéo. La deuxième vidéo, justement. Voilà, encore une autre désorganisation. Les mêmes trois défenseurs qui vont faire la même chose. Cette fois, ils vont encore être battus. Regardez, ils sont là. Ils vont laisser justement ces trois joueurs-là et c'est eux qui vont avoir les ballons. Encore une fois, ils vont être sauvés par Brunel Efongue. Je ne sais pas pourquoi ils défendaient toujours un tout petit peu à mettre à 3, sauf qu'ils n'occupaient pas la zone nécessaire du ballon. Un défenseur, c'est celui qui contrôle là où il y a les ballons, là où il y a les porteurs du ballon et c'est lui qui fait l'appel justement de ces ballons. On a 4 joueurs. Semble-t-il hors-jeu, mais le hors-jeu il est justement annulé par les positionnements de ces défenseurs. 4 joueurs qui vont se retrouver seuls, ils vont réceptionner. Heureusement qu'ils vont trouver un bon gardien, encore une fois de plus, qui va sauver cette équipe de Maniema Union. Là, on est encore toujours en première période où il y avait beaucoup d'erreurs de la part de cette défense de l'équipe de Maniema Union. Ils sont là tous, ils vont laisser les 3 autres joueurs de l'AS FAR du Maroc. On va suivre juste la fin de cette vidéo pour voir comment ils ont été encore une fois les plus sauvés par Brunel Efongue. Là, c'est vide. Il va réceptionner seul et Brunel va faire une sortie qui sauvera un tout petit peu cette équipe de Maniema Union en première période. J'ai comme l'impression, Jean-Claude, qu'en première période, le gardien était l'homme de justement, c'est lui qui a sauvé Maniema Union. C'est là où moi, quand j'ai revu tous les matchs, d'ailleurs. Quand j'ai revu les matchs, parce que j'étais au stade TP quand les matchs s'est joué, quand j'ai revu, je me dis non, ça c'est inhabituel pour Papi Kimoto. Je crois il devait normalement aussi répondre en conférence de presse. Je crois que les journalistes n'ont pas été également très souples de lui poser ces quelques erreurs. C'est pas habituel à l'équipe de Maniema. Maniema, c'est techniquement bon, c'est défensivement stable avec un bon milieu. On va prendre justement le but, je crois, c'est sur la 3e vidéo, c'est le but de Maniema. Il n'y aura pas trop à commenter puisque c'est du Maniema. Non, ici, c'est le bon
décrochage de Jephté Kitambala. Pour une fois, il a vraiment joué en pivot. On va revenir sur cette vidéo pour voir comment Jephté Kitambala fait encore ces mouvements qui relancent cet ailier-là qui va faire. On revient sur la troisième vidéo pour voir les rôles aussi importants que moi je voudrais que Jephté Kitambala puisse incarner, puisque c'est un joueur qui n'est pas très bon techniquement, mais quand il fait ce genre de décrochage, on revient sur la troisième vidéo, voir comment il va jouer ses rôles en pivot. Ça veut dire quelqu'un qui va bouger, il va servir, et puis il va vite revenir. Il va se retrouver dans la soirée de réparation. Regardez, c'est encore lui, même si la frappe elle est très mal orientée. C'est ce rôle-là, encore une fois, depuis c'est lui qui relance les liés, qui va faire un centre, sauf qu'il ne va pas les trouver. Donc, Kitambala aussi a joué son rôle en première période, puisqu'il décrochait, il pesait sur ses défenses et il permettait justement aux joueurs des couloirs de pouvoir prendre ces espaces-là. Ça, c'est quand même les 9 que je veux. C'est tout. Non, il y a encore 2 vidéos sur le beat. Il peut juste commenter. Bah oui, sur ça déjà, premièrement, sur la première palette, c'est un désordre ou un manque de discipline tactique. Ouais. Et ce que Jean-Claude disait tout à l'heure est vrai parce que c'est inhabituel du côté de Maniema Union. Là, on peut peut-être comprendre, c'est une équipe qui voulait aller à l'assaut. Rappelez-vous, contre le Raja, c'est eux qui ont encaissé en première mi-temps. Ouais. Et là, dans la tête, ils se disent que c'est le 3e match, fallait peut-être aller bien débuter ces matchs parce qu'à domicile, on sait que ça débute toujours bien les matchs. Mais en faisant ça, ça crée justement ces déséquilibres de la discipline tactique du côté des Maniema Union et ça permet justement aux Marocains de se procurer quelques occasions. Heureusement, ils doivent bénir les ciels pour ça. Ils ont un Brunel Ofongue expérimenté qui sauve à chaque fois les occasions dangereuses. Et sur Jephté Kitambala, c'est un joueur, Jean-Claude réclamait depuis le début de la saison que c'est un joueur qui était limité dans sa surface de réparation et je pense que c'est là qu'il y a peut-être le mérite de Papi Kimoto. Ouais, il a compris ça et ils sont en train de travailler ça et c'est un joueur qui petit à petit commence à comprendre son rôle dans cette équipe-là. Il ne sera pas là que pour marquer des buts, mais pour également participer au jeu de son équipe. Maniema Union a des très très bonnes qualités sur le couloir et c'est aussi à Jephté de pouvoir profiter et bénéficier de ça, non seulement en attendant les centres, mais aussi en aidant ces latéraux-là à pouvoir avoir les bons ballons. Donc c'est une équipe de Maniema Union qui a essayé de faire un petit peu différemment, mais on sait que dans le football, à partir du moment où vous vous dénaturez un petit peu, ça peut créer beaucoup de difficultés. Donc là, c'est vraiment une discipline tactique qui est aux abois, mais on espère vraiment qu'ils pourront améliorer ça lors du prochain match. Mais là, on comprend quand même que c'est une équipe qui avait la volonté de faire mieux. Alors, sur la 4e vidéo, c'est le but de Maniema Union, c'est du Maniema tout craché, ça veut dire on est sur un coup de pied arrêté, les corners. On va prendre la 4e vidéo. C'est un corner et puis on sait que Maniema a toujours des joueurs qui s'imposent. Là, il est au premier poteau, il va couper les ballons justement avec la talonnade. 4e vidéo, le but de l'équipe de Maniema Union, c'est du Papi Kimoto tout craché. Là, il n'y a rien à écrire. Voyez. Même si les ballons pourraient passer, je suis certain que les autres devraient se retrouver là. Donc, il va couper les ballons au premier poteau. C'est du Maniema craché, hein. Ils sont toujours imposants lors des coups de pied arrêtés. Donc, rien à dire. C'est des soucis du surnombre. Regardez même pendant la célébration, je crois ils sont à 7 joueurs qui sont dans la surface de réparation adverse. Donc c'est dans ce match-là, ils avaient vraiment le souci de marquer en premier, de frapper le grand coup. Et c'est ce qui faisait en sorte qu'il y a toujours ces surnombres-là dans la surface. Et malheureusement, les Marocains n'ont pas su profiter des contres qui exposaient les joueurs de Maniema Union. Et ce but-là montre parfaitement parce que les Marocains sur cette image, ils essayaient de défendre en zone. Ils sont restés dans leur propre zone alors que les joueurs de Maniema Union, ils étaient bien regroupés sur le premier poteau. Agé Bassiala, le centre, il est irréprochable. Les gestes techniques quand même du joueur qui prend la talonnade parfaitement. Donc c'est un but voulu, très très voulu et bien organisé du côté de Maniema. Le frappeur, le centreur, Agé Bassiala a bien fait son travail. Et au premier poteau, ça se voit qu'il y a du travail. Et c'est des genres de choses qu'on doit encourager pour les clubs congolais. Des Marocains. Là, on va encore voir sur la 5e vidéo qui sera en illustration, on va encore voir comment cette équipe de Maniema Union s'est fait transpercer. Il y a les ballons justement dans les couloirs, il va se faire balader. Il y aura une remise dans la propre surface de réparation, une talonnade. Il n'y a personne qui va aller au contact. Et pourquoi? Puisque ils sont en surnombre, les joueurs de Maniema Union, cette fois, mais ils vont tout simplement se faire dépasser par la qualité technique de cette équipe de l'AS Rabat. Et puis il va avancer, il va marquer. Ils sont dans la porte sur des réparations sans aller au duel, sans aller au marquage. Ça fait que les Marocains ont été tout simplement électrons libres dans l'air pour faire des réparations. Donc,
techniquement, il faut quand même reconnaître que les Marocains étaient tout petit peu au-dessus des Congolais, ce qui a fait en sorte que Sénil puisse être sauvé. Bah, Et ça, voici, maintenant, vous voulez passer un petit mot? Ouais, un petit mot juste parce que là c'est unanime, ce que Jean-Claude disait tout à l'heure, parce que là ils peuvent peut-être rien faire d'exceptionnel parce que la combinaison, la touche de balle, la remise, tout est parfait. Je crois que même la défense du Real Madrid ne va pas tenir quand les joueurs parlent ce même langage footballistique. Donc c'est un but où la défense ne pouvait. Ils auraient pu encaisser avant. Et peut-être n'est pas encaissé sur celui-ci, mais ils encaissent sur celui-ci, là où ils étaient peut-être le mieux organisés. Et voici comment se présente le classement partiel dans ces deux groupes à l'issue de cette troisième journée. On commence avec le groupe A, où on retrouve la formation d'Al Hilal d'Andoumane et Jean-Florent Ibengui qui trône avec 9 points. Deuxième, MC Alger 4 points, troisième l'équipe de Mazembe 2 petits points seulement, bon dernier Young Africans de la Tanzanie avec seulement une petite unité. Et nous allons prendre le groupe B où la formation marocaine de l'AS FAR est en tête avec 5 points, ex-aequo avec Mamelodi Sundowns donc 5 points et troisième Magné Magnon 3 points et bon dernier Raja de Casablanca qui compte seulement un petit point. Rapidement, je propose ici la récapitulation de tout le match justement en rapport avec cette troisième journée. C'est dans cet élément de Joël Baniwa. Al Hilal Omdurman impressionne. Seule équipe invaincue avec 3 victoires, ils occupent largement la tête du groupe. Les Marocains du MC Alger suivent avec 4 points, tandis que Young Africa, bon outsider sur le papier, ferme la marche avec un petit point. Dans ce qu'on appelle déjà le groupe de la mort, Magné Magnon peine à faire la différence. Avec 3 matchs nuls, dont 2 obtenus à domicile, le club congolais pointe à la 3e place avec 3 points. Devant l'US FAR Rabat et Mamelodi Sundowns mènent la danse avec 5 points chacun. La véritable surprise est la mauvaise forme du Raja Club de Casablanca, dernier du groupe avec 1 point. Dans le groupe C, l'Espérance sportif de Tunis confirme son statut de favori. Avec 7 points en 3 matchs, le club tunisien domine les débats, suivi de Pyramide Football Club, deuxième avec 4 points. Sagrada Esperança 2 points et Djoliba avec 2 points également ferme le classement, laissant entrevoir une lutte pour la 2e place qualificative. Bien que le match du tenant du titre Al-Ahly face au CR Belouizdad ait été reporté au 22 décembre prochain, le groupe D reste disputé. Les Orlando Pirates d'Afrique du Sud occupent provisoirement la 1re place du classement avec 5 points, suivi de Al-Ahly 4 points et le CR Belouizdad 3e avec 3 points. Le stade d'Abidjan ferme la marche avec un tout petit point. Si certains favoris comme Espérance de Tunis et Al Hilal Omdurman confirment leur statut, d'autres, à l'instar du Raja Club de Casablanca ou encore Young Africa, déçoivent. Du côté du club congolais, il faudra rapidement réagir pour espérer une qualification. Magné Magnon devra concrétiser ses occasions, tandis que le TP... Nous allons prendre une petite pause, mesdames et messieurs. Question pour nous de parler maintenant de cette cérémonie CAF Award 2024 après ceci. La cérémonie CAF Award 2024 a eu lieu dans la soirée du 16 décembre 2024. Vainqueur de la Ligue de champions féminines, le FC Mazembe a glané 2 récompenses. Le club de la RDC a remporté le titre club féminin de l'année après une saison aboutie. Et son entraîneur Lamia Boumedi Jarive est meilleur coach de la catégorie féminine. Également, le 11 type, on a retrouvé le capitaine de l'OPAR de la RDC, Chancel Mbemba. C'est dans cet élément de Joël Baniwa. Le lundi 16 décembre 2024 à Marrakech au Maroc, la cérémonie des CAF Awards a célébré les talents du football africain. Si le Nigérien Abdemola Lookman a été sacré ballon d'or africain, le football congolais n'a pas été en reste, avec des distinctions remarquables pour le FCF Mazembe ainsi que Chancel Mbemba, le capitaine des Léopards. Le football club féminin Mazembe, champion de la Ligue des champions féminines 2024, a été honoré du titre de club féminin de l'année, ce qui est une première dans l'histoire du football congolais. Cette distinction vient récompenser une saison exceptionnelle marquée par des performances impressionnantes et une compétition nationale et internationale dominée.
L'entraîneur du club, Lamia Boumedi, a également été salué en recevant le titre de meilleure coach féminine de l'année. Depuis son arrivée au sein du club noir et blanc, la technicienne marocaine a su insuffler une dynamique gagnante à l'équipe de Moïse Katumbi. Sous sa direction, le FCF Mazembe a surmonté les obstacles pour s'imposer comme une référence du football féminin africain. Le capitaine des Léopards, Chancel Mbemba, a été récompensé pour ses performances remarquables lors de la saison 2023-2024, notamment lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Malgré une 4e place à la CAN, Mbemba s'est imposé comme un pilier de la défense congolaise, impressionnant par sa sérénité et son leadership. Son rôle a été tout aussi crucial lors des éliminatoires de la CAN 2025, où il a aidé la RDC à sécuriser sa qualification dans un groupe élevé. En club, le début de saison n'a pas été de tout repos pour Mbemba, qui a connu des difficultés à l'Olympique de Marseille. Néanmoins, il a continué de briller avec les Léopards, prouvant qu'il demeure un des meilleurs défenseurs du continent. Le succès du FCF Mazembe et de Chancel Mbemba rappelle le potentiel immense du football congolais. Ces distinctions offrent une visibilité accrue au talent de la RDC et renforcent l'espoir de voir le pays s'illustrer davantage sur la scène internationale. Alors que les Léopards se préparent pour la CAN 2025 et que le football club féminin Mazembe vise à défendre son titre continental, le football congolais semble entrer dans une nouvelle ère des reconnaissances et des succès. Une soirée qui restera dans les annales pour un grand pays qui rêve toujours de grandeur. Jean-Claude Sefou, enfin, Mazembe signe son comeback sur le podium justement de cette cérémonie Kafawa 2024 grâce justement à cette belle prouesse réalisée par les filles de Mazembe. Ah, l'Afrique a découvert l'équipe de Mazembe lors de cette Ligue des Champions, mais nous on commence déjà en 2020. On a senti que les premiers investissements de Moïse Katumbi, ils ont tenté déjà la première année, ça n'a pas tenu. Ils ont ramené la coach marocaine Lamia, elle est venue. La première année, elle échoue. Et puis, il y a eu quand même un bon mercato, il faut rappeler, puisqu'il y a des joueuses qui sont venues de l'Europe, de Turquie et de quelque part, des Kanjinga et des autres qui sont revenus. Ils ont renfloué cet effectif-là. Et puis, il y a ces sacres. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est les fruits de cet investissement-là du côté du tout-puissant Anglebert Mazembe, surtout d'un élan. Sur le plan domestique, déjà, ils ont commencé par écarter toute concurrence avec Seamani de Kinshasa, oui, qui pour moi devait normalement, c'est la grande sœur de Mazembe si on peut prendre la chronologie, sauf qu'ils ont réussi quand même à se débarrasser de cette concurrence-là et ils sont partis. Coup de chapeau déjà à cette organisation en interne, puisque Mazembe, c'est pas cette équipe-là qui ne joue pas des compétitions au niveau national. La LINAF existe et il y a une Coupe du Co. Donc c'est bien déjà organisé ici. Il y a des bons sparring partenaires. Déjà la dernière compétition organisée au stade TP Mazembe, c'était rude. Parce que je vois qu'Amani a même contesté, il y a eu beaucoup plus d'accolade avec des équipes de Dicide. Et quand Mazembe monte là, on sent qu'il y a eu un bon investissement et une coach qui se met justement à la place des autres. Et voilà, c'est ça là qui récompense un bon investissement. Et surtout, et pas je le pense, c'est la renaissance du football féminin en République démocratique du Congo. Au-delà de voir les sacres d'ITP, moi je vais aussi voir les sacres d'I. Donc le visage féminin de notre football qui change, puisque là même l'Afrique nous regarde autrement. Une bonne fin pour cette année 2024 en rapport avec l'institution TPM. Oui, justement, parce que là, c'est une équipe qui, on sait que le TP Mazembe, c'est masculin, c'est féminin et c'est d'autres disciplines qui sont associées à ça. Mais voir le nom de Mazembe et surtout le nom du président Katumbi, ça c'est pas à dissocier. Voir son nom être encore scandé ou bien représenté à travers l'Afrique, c'est encore une autre fierté. Moi, en regardant cette cérémonie-là, en tant que Congolais d'abord, c'était une grande fierté et surtout, comme Jean-Claude le disait, c'est aussi une bonne publicité pour le football féminin congolais. Parce que là, quand on regarde le TP Mazembe, ça va aussi donner peut-être une forme de courage et une forme de nouvelle ambition à des concurrents comme Amani justement, à pouvoir aller aussi chercher quelque chose sur le plan continental. Donc c'est une fierté et ce n'est que de bon augure pour le football congolais. Donc tout ça mis en place par Katumbi doit encore servir d'exemple. On le dira peut-être pas assez, mais le TP Mazembe c'est le phare du football congolais et ça permet en sorte que à travers eux et à travers ce qu'ils sont en train de réaliser, que derrière certains clubs puissent suivre. Donc c'est une grande fierté et on espère vraiment que cette équipe va garder les caps, pourquoi pas aller dans la Coupe du Monde aussi. Juste comme sonnette d'alarme, il faut rappeler que la dynamique du football en Afrique a connu justement une trajectoire extraordinaire. Il n'y a que Mamelodi qui a fait les doublés. Donc les autres vainqueurs viennent et disparaissent. Donc il va falloir que l'équipe de Mazembe puisse faire très attention puisque c'est une concurrence. Là, le Ghana va se préparer, les Nigériens habituellement, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte. Donc
doubler dans cette compétition, surtout sur le plan féminin, c'est très compliqué. Donc Mazembe doit rester dans les qui-vive, comme on dit. Et surtout, si vous permettez, Mazembe, dans cette cérémonie-là, a quand même pris les 2 trophées les plus prestigieux, c'est-à-dire meilleur club et avec le meilleur entraîneur, devant le Maroc, le Nigeria, l'Afrique du Sud, qui sont des pays très, très avancés en termes de football féminin. Donc ça, c'est au-delà même d'une victoire, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'a réussi à faire Mazembe. Et la saison prochaine, comme Jean-Claude le disait, ces nations ou ces clubs-là vont revenir très, très fort pour pouvoir récupérer leur place. Pour ce qui est du savoir sur le banc, qu'est fait notre direction technique sur les femmes qui veulent entraîner des équipes? Mazembe nous a montré avec Magui Safi. Et puis elle a disparu. Mais il y en a qui... Je pense qu'il y a quand même des intelligences qui... Il va falloir... C'est maintenant qu'il faut se réveiller. Là, c'est une Marocaine qui vient, qui nous donne les trophées, on peut dire ainsi. Mais qu'est fait les Congolais? Magui Safi, elle s'est débrouillée seule. Il va falloir que la direction technique active ces côtés-là. Ce n'est pas seulement les hommes qui peuvent coacher. Il y a des femmes parce qu'il y a des clubs féminins. De son côté, Lookman, le Nigérian, a été nommé joueur africain de l'année après une année exceptionnelle avec Atlanta. Nous sommes là en Italie et les Super Eagles, justement, il succède à son compatriote Victor Osimhen, lauréat en 2023. C'est la première fois d'ailleurs que le Nigeria remporte ce prix 2 années de suite depuis Kanu en 1996 et Victor Ikpeba en 1997. Retour encore une fois sur d'ailleurs le trophée le plus prestigieux de cette cérémonie, le Ballon d'Or africain. La date du lundi 16 décembre 2024 restera gravée à jamais dans l'histoire du football africain comme étant le jour où Ademola Lookman a été couronné meilleur joueur du continent africain. À Marrakech, lors des prestigieux CAF Awards, l'attaquant nigérian de 27 ans a vu ses performances exceptionnelles récompensées par le titre de Ballon d'Or africain. Lookman a dévancé des stars tels que Achraf Hakimi, le Marocain du PSG, Simon Adingra, la pépite de la Côte d'Ivoire, Ronwen Williams, le gardien sud-africain, ou encore l'attaquant du Borussia Dortmund, le Guinéen Serhou Guirassy. Le Nigérian a su s'imposer comme un leader incontournable, tant en sélection qu'en club, grâce à une constance impressionnante et une influence décisive sur le terrain. En janvier dernier, lors de la CAN 2024, Lookman a porté les Super Eagles jusqu'en finale de la compétition. Ils se sont inclinés face à la Côte d'Ivoire. Durant le tournoi, il a été un véritable moteur, marquant des buts cruciaux en 8e et en quart de finale. Ses performances lui ont valu une place dans le 11 type de la compétition, confirmant son statut de star africaine. En club, Ademola Lookman a également marqué les esprits. L'Atalanta Bergame, son équipe, a atteint 2 finales majeures, la Coupe d'Italie perdue face à la Juventus, mais surtout la Ligue Europa où Lookman a brillé. Lors de cette dernière, il a inscrit un triplé mémorable contre le Bayern Leverkusen, offrant à l'Atalanta son tout premier titre européen. Sur l'ensemble de l'année, Lookman a été impliqué dans 51 buts et passes décisifs. En 83 matchs, ce qui est une statistique qui témoigne son incroyable régularité et son impact offensif. Ademola Lookman succède à son compatriote Victor Osimhen, lauréat en 2023, et il inscrit désormais son nom dans l'histoire du football africain. À seulement 27 ans, Lookman est déjà une source d'inspiration pour une nouvelle génération, démontrant que le talent, le travail et la résilience peuvent propulser un joueur au sommet du monde. La carrière de Lookman est une preuve éclatante que le football africain continue de briller sur la scène mondiale, porté par des talents exceptionnels. Jean-Claude Sefou Sadiki, une première pour le Nigeria après 1996 et 1997, un autre doublé, donc 2023-2024. On s'est dit, même sans Coupe d'Afrique des Nations, individuellement, vous pouvez gagner quelque chose. Donc le Nigeria reste un pays de football en Afrique. Ils ont vraiment des talents, des hobbies que les autres. La saison dernière, c'était incontesté. Victor Osimhen devait l'avoir avec la saison qu'il fait du côté des Naples. Et puis cette saison aussi, je trouve que Lookman l'aura aussi mérité. Il fait quand même une très bonne saison en tant qu'NF. Même son compère aussi, Guirassy, l'aurait aussi mérité, puisqu'il ne fait pas non plus une saison ridicule. Pour moi, c'est la renaissance au poste de numéro 9. Il y a eu un moment, on a connu Drogba et tout. Je crois là, il suffit juste qu'il monte un tout petit peu d'écran, l'aider. Si j'éteins des clubs comme Chelsea, Manchester United, du coup, on va parler d'Eto et Drogba. Là, on aura Lookman ainsi que Guirassy. C'est un bon neuf. C'est les styles des neufs qui sont un tout petit peu aimés aujourd'hui par les entraîneurs. Ça veut dire qu'il est capable de jouer en pivot, il est capable de rester dans la sphère de réparation, dribble techniquement, il est capable de marquer. Et surtout son triplé lors de la finale de l'Europa. C'est triplé. Surtout face à Leverkusen, une équipe qui ne perdait pas.
Vous avez quand même Lookman qui fait un triplé. Ça a vraiment changé un tout petit peu son visage de cette saison-là. Et puis, ça récompense quand même. C'est un talent récompensé. Je trouve qu'il a pris qu'à corriger ce qui se passe du côté de France Football. Ouais. Logique, récompense. Ouais, justement, j'aime beaucoup la chute des Jean-Claude. C'est fou parce que pour moi, ça, c'est le ballon d'or du talent. Parce que pour. Le stylo rouge. Ouais, justement, une belle correction. D'ailleurs, ceux-là qui pensaient qu'ils allaient gagner, ils étaient dans la salle, mais ils n'ont pas gagné. Donc, en termes même d'organisation, je crois que la CAF, pour une première, m'a vraiment satisfait sur ce trophée-là individuel. Et surtout que Lookman, c'est un joueur qui a été impressionnant. Il n'a pas marqué plus de buts que Guirassy. Il est peut-être à quelques buts près d'égaler Osimhen, mais c'est un joueur qui a marqué les esprits. Il a été justement, ce match-là, lui a vraiment, la finale lui a donné une connotation un peu mondiale. Et aussi, sa belle Coupe d'Afrique des Nations, parce que c'est lui qui qualifie l'équipe en huitième et en quart, même s'il ne marque pas en demi et en finale. Donc, il a eu ce caractère impactant. Et pour moi, c'est ce qui doit être récompensé dans ce genre de compétition individuelle. Il a eu quand même la concurrence de Serhou Guirassy, mais Guirassy, la CAN quand même l'empêche de pouvoir bien prétendre à ce trophée. Donc, c'est une belle récompense. Et je crois que Lookman va maintenant progresser. Quand on est ballon d'or africain, je crois que ça donne aussi une autre valeur. Parce qu'il faudrait rappeler que c'est un gamin, il est né en Angleterre, il a fait toute sa vie en Angleterre, il a commencé à Leicester, ça a un peu tourné à côté avant qu'il vienne se révéler du côté de l'Atalanta. Il a 27 ans, ce joueur-là, donc c'est vraiment l'âge de la maturité. Et là, sa carrière doit prendre une nouvelle direction, un nouvel envol. Donc ce n'est que de bon augure. Parce que quand vous avez Salah qui commence à décliner, vous avez les Sadio Mané qui perdent de vitesse. Là, on a Lookman, on a Osimhen, on a Serhou Guirassy. Donc ça fait en sorte que l'Afrique, mondialement, on a toujours des joueurs. On a même Hakimi, côté du PSG. Donc on a toujours cette qualité-là des grands joueurs dans le continent africain. Mais s'il faudrait aussi dire un dernier mot, c'est aussi la récompense. Ils ont récompensé les arbitres, ils ont récompensé même les arbitres féminins, ils ont récompensé les jeunes joueurs, les jeunes joueuses aussi. Donc c'est vraiment une cérémonie personnellement où j'ai beaucoup aimé et les choses ont été bien faites du côté de la CAF et le trophée le plus prestigieux a été remis à celui qui méritait. Ouais, justement qu'il gère bien ça, parce que Victor Osimhen ne gère pas bien sa saison de mercato. Il quitte Naples, il part à Galatasaray et du coup aujourd'hui je crois les projecteurs ne sont pas sur lui. Donc c'est à lui maintenant de gérer puisque je trouve qu'Atalanta devient petit. Même si ça fait quand même des bonnes choses en Ligue des Champions. Mais il va falloir chercher un bon club qui va te permettre 27 ans, 28, 29, tu gagnes un peu quelque chose aussi. Une question avant de finir avec ce plateau spécial Interclub de la CAF. Quelle a été la prime ou la récompense, voulais-je dire, qui vous a émerveillé tout au long de cette cérémonie CAFAWA 2024? Bon, pour moi, je suis congolais, je vais regarder avec les prismes congolais, donc voir les TP là-bas. Mais la récompense qui m'a un tout petit peu tiqué, c'est celle d'Emer Sefaye. Je ne suis pas en train de minimiser ce qu'il fait. Sauf que là, la CAF ou ceux qui ont voté ont récompensé justement 4 matchs. Ça fait combien de minutes? Ça 360 minutes. C'est ce qu'il fait. Oui. Emer Sefaye, ce n'est pas lui qui fait la convocation de l'équipe de la Côte d'Ivoire. C'est Jean-Louis Gasset. Il était adjoint. Ça veut dire qu'en prenant au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe de la Côte d'Ivoire, ça fait pas de lui meilleur. En remportant ça, ça fait pas de lui meilleur. Regardez ce que fait Hugo Broos avec l'Afrique du Sud. Ça veut dire, il accompagne les éliminations, et il qualifie l'Afrique du Sud et il finit 3e. Des sabres, il prend une équipe lors des éliminatoires, la sélection congolaise, qui est presque au coin de la rue avec des défaites après des journées. Il a qualifié en étant premier, en battant les Gabon, il ne faut pas l'oublier. Et puis, il part justement lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, il finit 4e. Donc, je pense que la CAF a récompensé 360 minutes au lieu de récompenser 10 mois. C'est là où moi, je fustige un tout petit peu. Je ne dis pas qu'Emer Sefaye n'est pas bon, mais je pense qu'Emer Sefaye, même lui, n'a pas fourni des efforts comme les autres, justement, dans cette Coupe d'Afrique des Nations-là, puisqu'il n'aura managé que 4 matchs, s'il vous plaît. On ne peut pas donner un trophée de 10 mois à seulement 4 matchs. Je trouve qu'ils ont été un tout petit peu trop simplistes. Pour moi, peut-être pour finir avec Jean-Claude, c'est que je suis pratiquement d'accord avec ce qu'il dit, mais pour moi aussi le plus grand absent, c'est quand même l'ancien sélectionneur du Nigeria, le Portugais qui a qualifié cette équipe du Nigeria à la CAN, qui a emmené l'équipe du Nigeria jusqu'en finale. Hugo Broos, c'est bien ce qu'il a fait avec l'Afrique du Sud, mais lui, il est 3e à la CAN. Donc, c'est aussi l'un des grands absents. Mais moi, le trophée qui m'a aussi quand même le plus marqué, c'est le gardien sud-africain, Owen Williams. Il a fait une saison exceptionnelle, que ce soit en club ou avec son équipe nationale, il finit 3e. Je crois qu'après Kidiaba, on a quand même là un gardien à proportion mondiale, parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'il a quand même été du côté de la FIFA. Donc c'est un joueur qui m'a beaucoup émerveillé durant cette saison et il a mérité d'être élu meilleur gardien africain. Il était même parmi les finalistes des meilleurs
Mon petit bémol aussi, c'est de voir le petit Adingra passer devant Chancel Mbemba, alors qu'en Coupe d'Afrique des Nations, lui d'ailleurs, il joue 3 matchs. Le petit Adingra, mais devant Chancel, il est classé parmi les meilleurs joueurs, devant des joueurs comme Chancel Mbemba. La Côte d'Ivoire, ça n'est bien sorti quand même. Voilà, la Côte d'Ivoire a bénéficié de tout. Tendre. Il faudrait pas aussi oublier, il y a Youssouf El Kaabi, le joueur marocain. C'est vrai qu'il joue pas beaucoup à la CAN, mais du côté de l'Arabie Saoudite, il marque quand même 60 buts, plus de 60 buts sur la saison, mais il n'a même pas été classé parmi les 10 meilleurs joueurs africains. Mais bon. Ah oui, c'est donc fini pour ce plateau spécial Interclub de la CAF. Jean-Claude, merci beaucoup et merveilleux. Merci, tous mes sentiments sportifs avoués à tous ceux qui nous ont suivis. Il nous reste un dernier plateau, cette fois pour dire au revoir. Bientôt, hein, oui. Merci. Merci à vous, Banéwa, et merveilleux. Merci beaucoup et merci à toutes les personnes qui ont la bonne habitude de nous suivre. C'est vraiment un plaisir d'être là et de parler sport et football. Vous avez écouté Jean-Claude Sefou, restez scotché sur les antennes de la radio et télévision. Avant le 30 décembre 2024, vous aurez votre émission rétrospective. Donc, nous allons faire un retour sur presque tous les grands événements qui ont marqué l'année 2024. Ça sera en direct. Mais pour l'instant, nous vous disons au revoir et à la prochaine.